Bonjour et bienvenue à ce séminaire WeLink, séminaire consacré à l'arrivée à terme des contrats de pension, c'est-à-dire le moment fatidique dans notre vie où, arrivé à la pension, nous allons toucher les capitaux que nous avons patiemment épargnés pendant des années. Nous allons donc pouvoir tenter de répondre à toutes les questions qui se posent à ce moment de la vie. Si vous êtes ici, sans doute que vous nous connaissez déjà. Qui est WeLink? Eh bien, WeLink, nous sommes un courtier indépendant, sans doute l'un des plus importants courtiers en Belgique. Nous travaillons aussi bien dans l'assurance de risque que dans l'assurance vie, l'assurance placement, dans le crédit hypothécaire et dans le conseil à nos clients. Ce que nous aimons faire, ce que nous pensons et que nous voulons faire, c'est aider nos clients à protéger, à développer et à transmettre leur patrimoine. Et ce sont ces différents points que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai à mes côtés Jean-Didier Thomas de NN. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Julien, ravi d'être avec vous ce soir. Effectivement, je m'appelle Jean-Didier Thomas, je travaille pour NN Insurance et on peut définir ma fonction comme étant le trait d'union entre la compagnie et le courtier. Merci. Et j'ai Nicolas Milos de l'autre côté. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter également? Avec plaisir. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Donc, je suis juriste de formation. Je suis spécialisé en planification patrimoniale et donc mon rôle est de faire en sorte qu'un patrimoine dans sa globalité puisse être transmis à moindre coûts fiscaux avec une spécialité certaine dans l'assurance placement. Merci. Alors je dois vous dire que si vous le désirez, vous pouvez poser des questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre à la fin de ce webinaire. La première question qui se pose à nous, c'est une question finalement très technique. C'est j'arrive à l'âge de la pension. Comment vais-je recevoir mes capitaux? Quelles sont les démarches que je dois faire? Est-ce que c'est compliqué? Y a-t-il de la paperasse? Eh bien, merci Julien, je suis ravi de pouvoir répondre à cette question. Alors, ce que l'on va devoir distinguer, c'est d'abord l'âge de fin, c'est-à-dire que l'âge à laquelle je vais pouvoir bénéficier effectivement de mon contrat. Alors, les contrats d'assurance pension à partir de 2016, on va considérer comme étant l'âge minimum l'âge de la pension légale, c'est-à-dire 65, demain 66, après-demain 67 ans. Et la liquidation se fera pour ainsi dire, au moment effectif de la pension. Alors, to make a long story short, pour pouvoir expliquer l'incidence fiscale du contrat d'assurance groupe arrivant à échéance, rien de tel qu'un bon exemple. Prenons comme exemple, je vais bénéficier de 400 000 €. Quelle sera cette incidence? Eh bien, je vais avoir une cotisation ONSS en faveur de l'Office national de la sécurité sociale. Et donc, c'est ça qui sert à alimenter les pensions futures, les allocations de chômage également. Je vais avoir de facto une taxe de cotisation de solidarité pour pouvoir bénéficier de ce capital à hauteur de 378 000 €, 379 000 €, j'arrondis ici dans ce cas de figure. Ne pas oublier bien sûr le pérécompte professionnel et centimes communaux en fonction de votre résidence. Bien sûr, qui dit capital pension dit aussi participation bénéficiaire dans ce plan de pension, qui sont soumis à quelque chose près. Ici, prenons comme exemple 40 000 €, qui seront soumis également à une cotisation ONSS, à une cotisation de solidarité, et ceci représentera un capital net de 79 642 € dans notre exemple. D'accord. Alors, nous avons abordé d'un point de vue l'approche de l'épargne pension, mais qu'en est-il de l'épargne pension et de l'épargne long terme? Eh bien, il faut prendre en considération qu'une taxe dite libératoire à hauteur de 8% pour l'épargne pension sera prélevée à 60 ans pour autant que le contrat a été souscrit avant 55 ans. 10% concernant l'épargne long terme. Et il est important de signifier à notre audience ce soir que cette taxe est libératoire. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura plus de taxation après l'âge de la pension, au moment où je vais pouvoir bénéficier de mes capitaux.
nous devons distinguer la différence entre une épargne pension bancaire et une épargne pension assurantielle, sachant que l'épargne pension bancaire, elle sera soumise à une taxe sous base d'un rendement fictif de 6,75% pour les contrats qui ont été en vigueur avant 1991 et de 4,75% pour les contrats qui ont été mis en vigueur après cela. Alors, ta question portait également sur les démarches administratives. Eh bien, là, nous devons distinguer deux approches. La première approche est « je suis un client indépendant » où je bénéficie d'une épargne liée au deuxième pilier, que ce soit un engagement individuel de pension ou une épargne libre complémentaire pour indépendants, eh bien, les données sont centralisées par CG10, plus connu sous MyPension. Et donc, CG10 informe à ce moment-là les assureurs qui, de leur propre chef, vont prendre contact avec la personne qui arrive à la pension et cette personne va devoir nous fournir une copie recto verso de sa carte d'identité, la preuve d'une identité bancaire qui peut être un extrait de compte ou la copie recto verso de sa carte d'identité, et donc il y a une démarche proactive de l'assureur vis-à-vis du client. Quand il s'agit de l'épargne pension ou de l'épargne long terme, eh bien ici les informations ne sont pas centralisées par le biais de CG10, et donc nous conseillons aux clients d'être proactifs, non pas réactifs, mais donc de prendre contact initialement avec la compagnie ou la banque, puisqu'on nous parlions là tout à l'heure d'une épargne pension bancaire, afin de pouvoir bénéficier des sommes qui ont été investies et capitalisées dans son épargne pension. Ou éventuellement avec leur courtier qui est là. Évidemment, ou avec leur courtier, puisque, rappelons le rôle essentiel du courtier, qui est de conseiller vos clients et de les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle. Et la pension à arriver, bien sûr, il y a tout un accompagnement qui se fait également. D'un point de vue documents à fournir pour l'épargne pension, nous sommes dans le même schéma, Julien, c'est-à-dire une copie de la carte d'identité, un extrait de compte ou copie recto verso de la carte bancaire, tout simplement pour pouvoir prouver son identité bancaire. Donc finalement, ça n'est pas très compliqué. Non, c'est bien plus simple que ce que nous pouvions l'imaginer au départ. D'accord. Donc finalement, nous arrivons à 65 ans, bientôt 66 ou 67, et nous avons atteint l'âge de la retraite. Afin d'organiser, de planifier financièrement nos besoins futurs, est-ce qu'on peut avoir une idée, Jean Didier, de notre espérance de vie ? Quelles sont les années qui s'offrent encore à nous pour vivre heureusement et activement, si possible ? Bien sûr. Alors, c'est une question qui est très pertinente parce qu'il faut distinguer l'espérance de vie qui est de presque 80 ans pour un homme, 83 ans pour une femme, mais nous vivons de plus en plus longtemps, et qui dit vie de plus en plus longue, dit aussi, des dépenses qui sont peut-être pas toujours budgétisées. Nous avons un tableau que nous pouvons consulter par rapport à l'espérance de vie, et cette espérance de vie est concrète dans le sens où, prenons comme exemple un homme de 65 ans, sa probabilité d'être en vie à 70 ans, elle est de 93%. Mais sa probabilité d'être en vie à 90 ans est de 26,77%. Et donc là, Julien, je veux mettre en lumière le risque de vivre plus longtemps. Alors, je m'explique. Le risque de vivre plus longtemps, ça veut dire que durant ma carrière active, j'ai, en étant prévoyant, accumulé des capitaux en vue de pouvoir pérenniser mon train de vie, mon standard de vie, une fois la pension active effective. Et le risque, finalement, est d'un désinvestissement progressif de ce bas de laine et de se dire, mais tenant compte de mon espérance de vie, est-ce que j'ai suffisamment été prévoyant durant ma carrière professionnelle que pour pouvoir assumer
ce risque de longévité. Un autre élément à prendre en compte, Julien, c'est le risque de dépendance. Il s'avère que 49% des hommes âgés de plus de 79 ans ont un risque de dépendance par rapport aux soins de santé. C'est-à-dire que des soins sont nécessaires que pour pouvoir finalement vivre décemment de plus en plus longtemps. Le tableau ici nous le fait remarquer. Un élément à prendre en considération également est le risque de prédécès du conjoint. Alors le risque de prédécès du conjoint, le risque de décès lorsqu'il survient, signifie des capitaux, des revenus en moins au sein du ménage. Et tenant compte des droits de succession, mais maître Nicolas Milos, ici présent, nous éclairera par rapport à ça, mais l'impact des droits de succession avec la perte des revenus au sein du ménage est, bon an, mal an, l'équivalent d'un crash boursier de 27%. Donc, des revenus qui sont rabotés sensiblement. Et bien sûr aussi, les risques de retrait qui n'étaient pas planifiés. Je veux faire plaisir aux petits-enfants, je suis propriétaire d'un bien et j'ai la désuétude qui fait qu'une partie de mon rendement est rabotée au profit de la rénovation. Donc, une espérance de vie et concrètement, ça se traduit dans les chiffres. Prenons la dernière étude faite par le gouvernement en ce sens. Petite question qu'on pourrait se poser, c'est sur base de ce tableau, eh bien, il faut savoir qu'entre 2000 et 2020, le nombre de centenaires en Belgique a tout simplement doublé. Nous sommes à plus de 2000 centenaires en Belgique. Et donc, là où je veux en arriver, Julien, c'est que c'est comme dans le sport. Tu es sportif ? Je suis sportif. Qu'est-ce que tu fais comme sport ? Je pratique le golf et la course. Super. Eh bien, moi, j'ai joué au football, j'ai fait de la course à pied également. Et comme c'est bien souvent le cas dans la vie, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la notation à cette troisième mi-temps. C'est généralement la troisième mi-temps qui est la meilleure. La pension, donc la troisième mi-temps de notre vie. La pension. C'est-à-dire, je retrouve du temps pour moi, je veux faire les vacances ou les voyages que je n'ai pas pu réaliser de par le passé. Je veux me mettre au sport et pourquoi pas au golf, Julien. Et bien sûr, continuer à faire plaisir aux petits-enfants. Et donc cela occasionne des dépenses, bien sûr, qui n'étaient peut-être pas toujours budgétisées. D'accord. On a compris qu'en fait, le risque n'est pas de vivre vieux, le risque est d'avoir éventuellement un problème financier en vieillissant, puisque c'est une chance finalement de pouvoir vieillir. Et donc, la question qui va se poser maintenant, ou les questions qui vont se poser, ce sont justement, peut-on avoir une idée du train de vie moyen des Belges avant et après la pension ? Et donc, de se demander, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que tu as une réponse à la question qui est, quels sont les budgets, quels sont les fonds, les capitaux qu'on doit avoir pour pouvoir justement continuer à vivre aisément une fois arrivé à la pension ? Absolument. Eh bien là, je conseille à les clients, à l'audience ici présent, d'être plutôt prévoyants. Et donc, une étude par le biais de Mercer, qui est un cabinet de ressources humaines, indique qu'il va falloir économiser plus ou moins 8 fois son salaire annuel à l'âge de 65 ans. Alors 8 fois son salaire annuel prend également en considération votre assurance de groupe, votre épargne pension, votre investissement régulier dans un produit du quatrième pilier, ou peut-être, nous pouvons dire, ça représente 85 fois son salaire mensuel. Ceci devrait nous permettre à tout un chacun de tendre vers une certaine tranquillité d'esprit, tranquillité financière, que pour pouvoir vivre heureux et prendre de face le risque de longévité sans pour autant être tracassé par des soucis financiers. On est d'accord. Alors, prenons un exemple.
Un ménage de retraité dépense en moyenne entre 2 500 et 2 750 euros par mois. Et nous savons que la pension moyenne en Belgique est à hauteur de 1 500 euros. Ce qui voudrait dire que durant ma carrière, je devrais pouvoir financer plus ou moins 1 000 euros par mois. Alors évidemment, ici, notre audience sont des personnes qui sont proches de la pension légale ou sont déjà à la pension légale. Alors le conseil évidemment qu'on pourrait leur donner, c'est parlez-en autour de vous, conseillez vos enfants, vos petits-enfants de planifier financièrement un budget pour les besoins futurs et nous nous rendons compte que ce tableau est suffisamment parlant. C'est une source qui a été faite par Paul Van Esbey, qui est spécialiste du deuxième pilier. On se rend compte que si je veux financer cet écart à 65 ans, tenant compte d'une probabilité de vie jusqu'à 90 ans, par exemple, avec un rendement à hauteur de 2%, eh bien, je devrais épargner 296 000 euros. Si j'ai un rendement évidemment supérieur, eh bien cette somme, cet écart sera inférieur puisque le rendement sur mon investissement, lui, sera supérieur. Le conseil, bénéficions effectivement d'une planification financière, c'est le conseil que vous pouvez donner à vos enfants, à vos petits-enfants, et je les invite bien évidemment à rencontrer WeLink à ce sujet. C'est effectivement le conseil qu'on donne régulièrement à nos clients, c'est de s'y prendre le plus tôt possible et de la manière la plus diversifiée possible, afin effectivement d'éviter les mauvaises surprises. Est-ce qu'on pourrait avoir maintenant une petite idée du montant des pensions en Belgique? Et est-ce qu'on sait s'il y a des différences vraiment significatives au final entre employés indépendants, entre les femmes et les hommes? Et donc, afin justement de voir comment allons-nous devoir gérer ces différences par la suite? Absolument, Julien. Alors, ce que nous pouvons prendre en considération, c'est d'avoir un œil attentif sur mypension.be. Ça permettra effectivement d'avoir une idée sur la somme des pensions complémentaires et pensions légales dont on bénéficiera. Mais il faut distinguer deux choses. La pension minimale et la pension maximale. La pension minimale, ici dans notre cas de figure, tenant compte d'une source au 1/1/2023, pour un isolé est de 1 473 euros. Pour une famille, on parle de 2 045 euros et nous voyons les chiffres concernant la pension maximale. À savoir que depuis le 1er janvier 2024, cette pension minimale a été indexée de 2,8%. Alors, nous devons distinguer une pension comme salarié, tant pour les hommes que pour les femmes. Ici, on parle d'une pension moyenne et tu peux le constater, Julien, quand je suis indépendant, que je suis un homme ou une femme, eh bien, je suis logé à une moins bonne enseigne, évidemment, qu'un salarié. Et ici, on aurait même pu mettre encore en lumière la pension légale d'une personne étant représentant de l'État. J'entends par là les fonctionnaires. Les fonctionnaires. On est d'accord. Donc on voit que les pensions des indépendants, et en particulier des indépendantes, sont relativement faibles et qu'il est donc particulièrement judicieux, effectivement, de nous y préparer. De nous y préparer, effectivement. Nous devons prendre en considération, ici dans notre exemple, qu'une pension complète est l'équivalent de 45 années de carrière. Et bien sûr, si dans notre exemple, vous avez travaillé pendant 33 ans, eh bien, vous allez bénéficier de 33/45e de la pension maximale. Il est donc indispensable, comme nous l'avons dit, de se constituer une épargne afin de pouvoir profiter d'une longue et heureuse retraite. Absolument. Et donc, tenant compte effectivement de cette épargne, nous ne pouvons que conseiller une fois de plus à notre audience, parlez-en autour de vous, rencontrons rapidement vos conseillers WeLink.
D'accord. Revenons donc maintenant à ce que nous avons rapidement abordé au début, à notre première question. Nous avons mis en place toute une série de produits. Nous touchons ces capitaux. Nous sommes contents, nous avons de l'argent devant nous. Mais maintenant, qu'allons-nous faire de cet argent? Est-ce qu'on doit le mettre sous son matelas? Est-ce qu'on doit le mettre sur un compte d'épargne et tous les mois en prélever un petit peu pour compenser justement ce delta entre notre pension légale et nos besoins? Absolument. Mais écoute, continuer à investir après 60 ans est une réalité. Comme nous pouvons le voir, pour maintenir notre confort de vie, nous avons déjà parlé du risque de longévité, mais aussi nous devons penser à maximiser notre patrimoine dans une optique de transmission, donc de succession. Nous pouvons conseiller à notre audience de ne pas trop vite, je dirais, penser à la donation. Voyons de quelle manière, effectivement, nous allons pouvoir faire fructifier cet argent. J'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation. Et puis, si la santé vous le permet, il est autorisé de continuer à exercer une profession une fois l'âge légal de la pension atteint. Bien sûr, tout cela est réglementé. Et puis, je l'ai dit là tout à l'heure, prenons en considération effectivement le risque d'un prédécès. Bien sûr, cela a un impact sur le quotidien, sur le ménage en tant que tel. Alors, comment nous allons pouvoir créer de la valeur? Nous allons vous y aider, compagnie d'assurance, courtier et willing, et bien conseillé par un bureau d'avocats. Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Fonds disponibles sur un compte courant ou ici, dans ce cas de figure, un compte d'épargne. Quels sont les risques? Bien, d'abord, ce sont les risques qui sont liés, j'ai envie de dire, à l'inflation. Sachant que le taux de rendement minimum légal sur un compte d'épargne est de 0,11 point de base, 0,11%. Aujourd'hui, certaines banques, tenant compte de la hausse des taux, proposent jusqu'à 2% de rendement sur un compte d'épargne. On comprend bien que ça n'est pas folichon, ça ne fait pas rêver. Non, effectivement, et puis, mais l'avantage est la liquidité. Après, bien sûr, vous pouvez bénéficier d'un portefeuille d'investissement, actions, obligations, dans le cadre d'un ou deux fonds d'investissement, tenant compte de votre profil d'investisseur. Nous pouvons également bénéficier d'un investissement immobilier et percevoir les revenus locatifs. Il existe également des produits de rente garantis à vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, Julien, mais voici le paysage qui va nous permettre de pouvoir investir et de pouvoir faire fructifier son argent. Alors, plus en détail, j'avais parlé là tout à l'heure de l'inflation et donc de l'impact de l'inflation sur un compte courant. Pour la petite histoire, l'objectif de gestion d'inflation pour 2024 est de 3%. Mais si je me permets un petit retour en arrière, avant la période de la Covid, nous avions une inflation moyenne à hauteur de 2%. Sauf que depuis la Covid, nous avons remarqué énormément de volatilité au niveau de l'inflation. À titre d'exemple, nous avions une inflation qui était proche des 10% en 2022. Un petit peu en dessous des 2% en 2023, pour un objectif de 3% pérenne en 2024. On voit bien que c'est très volatile, effectivement. C'est volatile, mais surtout, Julien, l'inflation érode notre pouvoir d'achat. En effet, quand on a 10% d'inflation et 2% sur nos comptes, on se rend bien compte que petit à petit, on va perdre de l'argent. Absolument. Premier constat, l'inflation est une situation qui érode le capital. Et donc,
quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Bien, vous avez la possibilité de pouvoir investir dans des actions. Alors, vous pouvez devenir, qui dit investir dans les actions, veut dire je bénéficie d'une partie de l'entreprise pour laquelle je vais bénéficier d'une dividende. Alors, cette plus-value potentielle, il faut le considérer comme un investissement à long terme. Nous travaillons avec des maisons de gestion qui ont un savoir-faire que pour pouvoir créer de la plus-value sur votre investissement. Après, vous avez la possibilité, chers clients, de pouvoir gérer votre portefeuille d'actions vous-même. Ça, c'est risqué, ça te prend du temps. Effectivement, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, Julien, en ce sens. Bien entendu, on ne s'improvise pas investisseur dans les actions à 65 ans, et a fortiori quand on n'y connaît rien avant. C'est pas ce qu'il y a de plus prudent et de plus raisonnable pour justement sécuriser son épargne. Exactement. Alors vous pouvez acheter une action, mais aussi une obligation. Une obligation étatique. D'ailleurs, faisons référence ici au bon d'État. Vous devenez créancier d'une entreprise ou d'un pays, dans ce cas de figure, l'État belge. Vous allez pouvoir bénéficier d'un intérêt déterminé à l'avance, tenant compte d'une durée à l'avance. Pas de surprise, sauf que au terme, vous allez être précompté à hauteur de 30% sur vos intérêts. Vous pouvez également aussi bénéficier d'un bien immobilier. On sait que le marché immobilier est plutôt pérenne. Vous allez pouvoir bénéficier, si vous décidez de mettre votre bien en location, d'un revenu locatif. Et bien sûr, il faudra tenir compte d'une partie de votre intérêt, de votre bénéfice, qui risque d'être raboté à un moment donné par la désuétude du bâtiment. Je vais devoir investir que pour pouvoir maintenir... rénover, pour pouvoir effectivement payer tous les frais liés, éventuellement des vides locatifs. Absolument. Donc, et donc, de nouveau, est-ce que ce sont des charges qu'on a envie d'endosser une fois à l'âge de la retraite? Alors, je pense qu'à un moment donné, tenant compte effectivement d'une bonne planification successorale, la question se posera: que vais-je faire de mon bien immobilier? Mais en ce sens, les conseillers sont là que pour pouvoir, chez Wheeling, bien accompagner et guider vos clients. D'accord. Donc, on voit clairement qu'on a un capital, qu'il y a une inflation, qu'il y a des manières d'investir ce capital, qu'il y a des manières de protéger ce capital et qu'il y a des manières, évidemment, de le consommer. Est-ce qu'il existe une solution qui nous permette en même temps de protéger notre capital, de le développer et d'en profiter, c'est-à-dire de toucher de l'argent régulièrement éventuellement? Est-ce que ça existe, ça? Alors, merci pour ta question, Julien. Et ceci me donne l'opportunité de pouvoir mettre en lumière un produit qui existe chez NN Insurance qui s'appelle le Lifelong Income. Et comme son nom l'indique, vous allez pouvoir maîtriser le risque d'une vie plus longue et pouvoir, dans la maîtrise de ce risque, allier la sérénité financière. Je m'explique, Julien. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'une rente garantie à vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Ça veut dire que cette rente est garantie, mais que le capital investi est un capital non abandonné. Capital non abandonné signifie que ce capital va pouvoir être transmis à la succession une fois le décès survenu. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à cette rente garantie à vie, compléter votre pension légale ou du moins pouvoir bénéficier d'un apport de capital et donc gérer ce risque de longévité. Donc, tout cela est bien beau, c'est magnifique. On parle donc de produits d'assurance vie, de produits en branche 23. Et donc, je me tourne maintenant vers Nicolas. Tous ces produits d'assurance vie, que nous permettent-ils et comment se comportent-ils, on va dire, d'un point de vue fiscal? Que nous permettent-ils de faire d'un point de vue fiscal et d'un point de vue éventuellement successoral? Oui, tout à fait.
Effectivement, avant même d'aborder la spécificité du produit d'assurance branche 23, je pense que c'est très important quand on arrive justement à la tête à un certain âge d'un capital qui peut être parfois conséquent, eh bien, c'est de protéger ce capital en fait, contre les agressions fiscales qu'on peut avoir au fur et à mesure, enfin, simplement en fiscalité directe. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai un capital aujourd'hui, à quelle sauce vais-je être mangé en termes de fiscalité directe? On remplit tous chaque année normalement une déclaration à l'impôt des personnes physiques. Il est très désagréable, on est en période d'élection notamment, il est très désagréable de se rendre compte que l'investissement par exemple sur un compte titre traditionnel qui était avant taxé en précompte mobilier à 15%, ça devient 30%. Et que l'année d'après, ça monte à 40% par exemple. Donc je pense que quand on veut faire une planification patrimoniale et qu'on a pour but de protéger un capital, de protéger un patrimoine, que pour s'assurer par exemple une rente, que pour assurer un montant qui revienne à la génération suivante ou à un conjoint survivant, il faut d'abord le protéger fiscalement. Et le mot magique en fiscalité en Belgique, c'est libératoire. Libératoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est le cas pour l'assurance branche 23, aujourd'hui, si je rentre dans un produit de la branche 23, eh bien, il y a une taxation sur le capital à l'entrée, et cette taxation, qui est très particulière, eh bien, elle se veut libératoire. J'ai payé aujourd'hui un taux qui était applicable aujourd'hui, demain ce taux peut doubler, ce n'est plus mon problème, puisque je suis libéré de toute fiscalité. Et ça veut dire également, eh bien, on fait souvent la comparaison entre un compte titre traditionnel et un contrat d'assurance placement, puisqu'on parle d'investir un capital, on parle quand même d'être investi, d'être dynamique sur ce capital. Eh bien, en compte titre traditionnel, on a ce fameux précompte mobilier, on a le taxable income per share, on a la taxe sur les comptes titres, la TOB. Eh bien, c'est toute une fiscalité directe qui peut être évitée via la branche 23, puisqu'il n'y est pas vraiment applicable. En branche 23, on a une taxation sur le capital à l'entrée, pas de taxation sur la sortie, et donc une sécurité quant à la sauce fiscale, je vais dire, à laquelle on va être mangé lorsque l'on est vivant par rapport à ce capital. J'ai encore à l'heure actuelle des clients qui ont investi dans une branche 23, notamment il y a 20 ans, c'était 0% à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, ce capital est toujours investi, toujours à 0%. Ce n'est pas parce que le taux est passé aujourd'hui à 2% qu'ils se sont inquiétés de moindre mesure. Ils sont libérés de la fiscalité parce qu'ils ont investi au moment où c'était 0%. Un client qui aujourd'hui investit à 2%, peu importe les modifications législatives quant au taux applicable de cette taxe, ils ne seront plus inquiétés. Donc on paye cette taxe à l'entrée, actuellement 2%, et quand c'est payé, c'est payé. Tout à fait correct. D'accord. Alors donc notre métier chez WeLink, donc on l'a dit, c'est d'aider nos clients à protéger, à développer et à transmettre leur patrimoine. Donc maintenant, je vais poser la question technique qui te revient, qui est justement, est-ce que ces contrats nous permettent de gérer cette transmission patrimoine? Alors on parle de transmission horizontale, de transmission verticale. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous dire d'abord ce qu'est cette transmission horizontale et puis nous dire en quoi ces contrats d'assurance vie peuvent être opportuns dans ce genre de situation? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est assez technique. Je pense que le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'y répondre de la manière la plus simple possible sans pour autant vulgariser la matière. De trop, je vais dire. Ici, ça c'est la deuxième étape, effectivement, et c'est très logique, parce qu'une fois qu'on a protégé un patrimoine fiscalement, donc la fiscalité directe, on va s'intéresser à la fiscalité qu'on appelle indirecte. Une fiscalité qui est indirecte, c'est notamment les droits de donation et les droits de succession, que je considère d'ailleurs comme une taxation déguisée sur le capital, puisque on sait tous en Belgique, dépendamment de la région, mais on peut avoir un taux en ligne directe, donc entre parents et enfants, un taux marginal de 30% qui viendrait s'appliquer lors d'un décès. Et donc ça donne lieu naturellement à ce qu'on appelle l'ingénierie fiscale, la planification patrimoniale, que pour amoindrir, je vais dire ça, amoindrir la facture fiscale dans le chef de la génération, de la personne qui recueille le capital à un décès. Le contrat d'assurance placement, eh bien, il est assez particulier. Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Parce que lorsque l'on investit dans un contrat d'assurance vie, d'assurance placement, on n'est plus vraiment titulaire en direct comme dans un compte titre de son argent. On est titulaire d'une créance, on est titulaire de droits sur ce contrat. Ça ne change pas grand-chose par rapport à son accès aux capitaux, puisqu'on a le droit en tant que titulaire d'un contrat d'assurance de racheter, de bénéficier de cet argent. Mais il y a une distinction juridique
qui est faite à ce niveau-là, qui est très très pertinente en matière d'application des droits de succession, puisque, je le rappelle, il y a 15 ans, le contrat d'assurance vie n'était pas du tout appréhendé de la même manière qu'à l'heure actuelle. On a eu énormément de choses qui ont changé dans le paysage législatif belge. Il y a eu énormément de modifications, et encore notamment très récemment. Mais il y a aussi toujours, à l'heure actuelle, énormément de possibilités, je vais dire, en termes d'optimisation fiscale. Alors tu l'as dit toi-même, on a cette fameuse optimisation qui est horizontale, la planification horizontale, mais qui sous-entend en fait une protection d'un conjoint survivant, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizontale, c'est entre personnes d'une même génération. Et puis, on a la fameuse planification verticale, et cette planification verticale sous-entend naturellement qu'on veuille privilégier la génération suivante, donc dans un cas classique, les enfants. Alors, moi, je travaille souvent à l'aide d'exemples, parce que ça permet généralement à ma clientèle de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est de se dire, dans un contrat d'assurance placement, comme on peut le voir sur les slides, on a généralement plusieurs parties. On a des preneurs à un contrat d'assurance. Les preneurs, ce sont en fait les titulaires de ce contrat, ce sont les maîtres à bord. C'est comme quand on est titulaire d'un compte titre. En tant que preneur d'un contrat, je suis titulaire en fait du compte d'assurance vie, si je puis dire ça comme ça. On a les vies assurées. Les vies assurées, c'est un poste dans le contrat d'assurance qui en fait détermine le moment auquel la compagnie d'assurance sera dans l'obligation de payer un capital au bénéficiaire. Donc un bénéficiaire, ça, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Un bénéficiaire, c'est la personne qui, au décès de toutes les vies assurées, recueillera dans son patrimoine la prestation d'assurance, c'est-à-dire le montant investi dans le contrat d'assurance placement. D'accord, et donc tu nous dis qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs preneurs et plusieurs vies assurées. Et c'est là qu'intervient finalement ton talent d'ingénierie. Tout à fait. Donc en fait, tout ça c'est basé sur une loi particulière en Belgique, à la base de 1992, mais qui a été réformée en 2014. Et cette fameuse loi, elle ne nous donne pas vraiment de restrictions quant au nombre de titulaires, comme sur un compte titre. On peut être 1, on peut être 2, on peut être 3, on peut être 50 si on a envie d'être 50. Et au nombre de vies assurées qui sont présentes également, qui assurent le risque sur le contrat, donc qui vont canaliser le moment auquel la compagnie d'assurance devra payer en fait le capital aux bénéficiaires. Et on le comprend tout de suite, en fait, si j'ai plusieurs vies assurées sur un contrat d'assurance placement, je postpose le moment où effectivement il y aura paiement d'un capital et donc également je joue avec la fiscalité directe. Pourquoi ? Parce que je parlais tout à l'heure de ces fameux clients qui ont investi à 0% dans un contrat d'assurance placement. Ils avaient eu la brillante idée de mettre en fait des personnes en vie assurée de plusieurs générations sur le contrat et donc aujourd'hui ce sont les enfants qui sont titulaires de ce contrat qui étaient à l'époque investis à 0% par les parents qui à l'heure actuelle sont décédés. Donc c'est un très beau cadeau qu'on leur a fait. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné quelque part un investissement, on leur a donné un investissement qui est investi à 0% à l'époque. Alors la question qui se pose quand on voit cet exemple ici qui est projeté naturellement, c'est de se dire, j'ai 2 titulaires. Si aujourd'hui j'ai un de ces 2 titulaires qui vient à décéder, forcément, mon contrat n'est pas liquidé, c'est ce qu'on voit ici. J'ai toujours en vie assurée, j'ai toujours l'épouse dans mon cas, dans mon exemple, et j'ai toujours les enfants. Donc la compagnie ne va pas payer, ne va pas faire de prestations aux bénéficiaires. Par contre, madame se retrouve titulaire unique de la totalité du contrat d'assurance placement et donc forcément a un accès à la totalité des sommes qui sont investies là-dedans. Alors la question qui est crucial en fiscalité et en droit de succession, c'est de se dire mais comment est-ce qu'on va vraiment traiter en fait cette opération ? Puisque je n'ai pas vraiment de choses tangibles qui arrivent dans le patrimoine de madame, elle a l'accès à quelque chose, mais je n'ai pas de paiement effectif. Donc comment est-ce que l'administration fiscale peut réagir par rapport à ça ? Il y a des fictions légales qui ont été introduites en droit de succession, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de techniques civiles, ça c'est très important, et fiscales, qui vont permettre en fait de justifier dans le chef de madame qu'elle récupère l'entièreté d'accès à ce capital sans être redevable de droit de succession. Alors on peut utiliser des techniques de clause d'accroissement, de compte de récompense, de verblijvingsbeding. Il y a énormément de techniques. Je pense que ce n'est pas le but aujourd'hui de rentrer dans le détail de ces techniques, mais il faut savoir qu'elles existent et que chacune de ces techniques, elle est destinée à une situation personnelle particulière dans le chef du client. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Des gens sont mariés en communauté, sont mariés en séparation. Les avoirs investis peuvent être des biens propres, des biens communs, etc., etc. Mais à chacune de ces situations, il y a une réponse, je vais dire, civile et fiscale. Et cela démontre également de la flexibilité
flexibilité du contrat. Pourquoi? Puisque le contrat a été investi, j'ai un décès et automatiquement, j'ai rien qui est bloqué à l'ouverture de la succession. Automatiquement, et ça c'est contractuel au sein de la compagnie d'assurance, automatiquement, madame a l'accès seule à la totalité des sommes investies sur le contrat. Donc on comprend qu'on va faire des adaptations et on va faire des choix en fonction de la situation propre de chacun. Une question qu'on peut se poser, c'est tiens, en cas de décès de l'un ou de l'autre, est-ce que le conjoint survivant garde le contrôle, en tout cas, sur le contrat? Oui. Effectivement, ici, c'est ce qu'on voit dans cet exemple de planification horizontale, c'est que madame est la seule à avoir accès au capital, donc forcément, elle sera la seule à avoir un contrôle total sur les sommes. Et de décider si oui ou non, eh bien, elle fait un retrait sur ce contrat d'assurance placement ou si au contraire, elle passe à l'étape suivante, cette fameuse étape qui est en fait la planification verticale, puisqu'à ce moment-là, madame, imaginons à 85 ans, eh bien, se pose la question de ce contrat qui a été super bien investi, elle se dit, voilà, ce contrat, il a été protégé fiscalement, j'ai été très bien conseillé, j'ai un bon investissement, mais cet investissement, quelque part, il commence à devenir tellement bon quelque part, mais que la note fiscale pour mes enfants risque d'être relativement salée. Et donc, à ce moment-là, se pose généralement la question de la planification verticale, c'est-à-dire d'une donation, de transmettre en fait ce contrat à la génération suivante, à savoir aux enfants. Mais naturellement, comme n'importe quelle cliente, madame va poser la question de se dire, oui, mais bon, le but était de m'assurer une rente, de me protéger. Comment est-ce que je peux continuer à combiner cette protection, donc cette fameuse rente, cette protection financière, et faire en sorte naturellement que mes enfants évitent cette fameuse taxation à 30% et qu'on ait un régime fiscal bien plus favorable, que ce soit du 0% ou généralement à un âge avancé, ce que je préconise, du 3,3%. C'est tout à fait possible. Et avec le contrat d'assurance placement, je trouve que c'est encore plus facile. Pourquoi est-ce que c'est plus facile? Eh bien parce que la loi relative aux assurances, donc qui va lier contractuellement madame en tant que titulaire du contrat et la compagnie d'assurance, j'ai des dispositions qui me permettent de canaliser presque automatiquement un contrôle à une donation. Donc on le sait aujourd'hui, une donation, on peut la faire très simplement, on se dépouille totalement, je donne la totalité des sommes à un enfant et là malheureusement on court le risque du fameux syndrome de la Ferrari, un enfant qui pour impressionner sa nouvelle compagne a envie d'acheter une voiture de sport et que le capital disparaisse. Par contre, on a un autre type de donation qu'on appelle la donation qui est contrôlée. La donation contrôlée, elle permet en fait à un donateur de formuler des charges à une donation. Et les charges à une donation, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, fils, je te donne, mais à charge pour toi de m'être redevable d'une rente de, par exemple, 4% annuellement. Effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Dans le cas présent et l'exemple qui nous occupe, nous aurions madame qui, par donation, par cession de droits, c'est comme ça qu'on appelle la donation d'un contrat d'assurance placement, fait transiter fiscalement le patrimoine vers les enfants. On va qualifier l'opération de donation. Une donation, c'est soumis soit à un enregistrement à 3,3%, soit au respect d'un délai fiscal de 5 ans ou de 3 ans, dépendamment de la région en Belgique. Et on va mettre certaines charges. Elle va dire à ses enfants, vous êtes maintenant titulaire de ce contrat, mais attention, je rajoute à ma donation certaines clauses. Et dans ces clauses, on a la charge d'entretien. Donc ça veut dire que si madame un jour tombe malade et qu'il faut payer un home, eh bien les enfants seront dans l'obligation civile d'assumer le paiement des factures mensuelles par rapport à ce home. Ça, c'est une première chose. On peut rajouter une charge financière qui n'a rien à voir avec la charge d'entretien. C'est vraiment purement une charge civile financière qui est de se dire, voilà, je donne aujourd'hui un contrat qui vaut 100 000 €, disons, mais à charge pour mes enfants, à ma moindre demande, de me verser 4% et je peux même aller les prendre moi-même sur ce contrat d'assurance placement et la compagnie paierait alors ces 4% sur mon compte à moi en tant que donateur. Cette charge de 4%, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que si elle est bien ficelée, eh bien, elle permet un cumul, par exemple. Donc, le Code civil, en action personnelle, il permet un cumul jusqu'à 10 ans. Donc, ça veut dire que l'année 1, je n'ai pas besoin de ma charge, l'année 2, je n'en ai pas besoin. Et bien, la troisième année, en un coup, je peux prélever 12% sur le capital qui a été donné. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors, finalement, on a cette fameuse
clause d'inaliénabilité. La clause d'inaliénabilité, c'est la fameuse clause de contrôle qui dit « Je te donne aujourd'hui, cher fils, mais interdiction pour toi de pouvoir disposer du capital sans mon accord express quant à au retrait que le fils voudrait réaliser sur le contrat. » Et ça, c'est canalisé sur un contrat d'assurance placement dans la clause bénéficiaire, où madame devient bénéficiaire acceptant du contrat. Et là, non seulement civilement, dans l'acte de donation, on a dit qu'il y avait cette fameuse clause de contrôle, mais on va utiliser en fait la compagnie d'assurance également comme un garant de ce contrôle. Et la compagnie d'assurance, qui est liée par la loi relative aux assurances, elle va mettre madame en bénéficiaire acceptant et devra dire au nouveau titulaire du contrat, à savoir aux enfants, on est désolé, vous voulez un rachat, mais il nous faudra la signature de madame que pour pouvoir accéder à votre demande de retrait sur le contrat d'assurance placement. C'est un petit peu comme un robinet, en fait, quelque part. Ce fameux mécanisme du robinet, où si l'enfant veut faire un retrait de 50 000 €, la signature de madame est requise. Et si madame signe effectivement, le robinet est ouvert, mais madame a le contrôle de refermer le robinet et de sécuriser, en fait, la rente à laquelle elle a droit. Alors naturellement, fiscalement, on va avoir un impact, ça c'est certain, parce que comme pour toute donation, au décès de madame va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Chez le notaire, c'est très simple, c'est un peu comme une photo. On va prendre une photo du patrimoine de madame et on va se poser la question, est-ce que oui ou non, ce fameux contrat d'assurance placement fait partie de la photo que je prends au décès de madame ? Bien non, madame, elle a donné ce contrat au préalable. Donc ça fait bel et bien partie de la photo du patrimoine des enfants, puisque les enfants sont titulaires, mais madame ne l'était plus. Et donc naturellement, si madame n'est pas titulaire d'un actif, je vois mal comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa déclaration de succession. On voit en résultat, en fait, quelque part, que les enfants sont maintenant titulaires du contrat, qu'ils sont toujours vie assurée, donc le contrat est toujours investi, ils sont toujours dans un produit qui est investi, et donc la taxe de 2%, qui était cette fameuse taxe de 2% à l'entrée, elle est amortie depuis belle lurette, quelque part. Ils sont dans un investissement qui est protégé, et la clause bénéficiaire, elle est à présent vide, puisque madame n'est plus là, et les enfants peuvent à leur tour désigner les bénéficiaires de leur choix. Donc on voit vraiment que ce produit est quelque part très flexible et permet vraiment de s'adapter, si on a une bonne structure de base, de s'adapter aux desiderata d'une donation, qu'elle soit contrôlée, qu'elle le soit moins, qu'elle le soit plus. On peut vraiment canaliser ces différentes charges à une donation et surtout faire en sorte que les enfants aient la flexibilité. C'est ça que je trouve très important, la flexibilité au décès du parent. Le cadenas tombe sur le contrat, ils ont accès de manière tout à fait libre au fond, soit ils les retirent du contrat d'assurance placement, ou soit au contraire, ce que j'encourage, ils se rendent compte qu'ils sont dans un investissement qui est assez sécuritaire d'un point de vue fiscalité directe, et restent investis dans ce contrat de leur vivant et font les retraits qu'ils ont envie de faire non fiscalisés en Belgique quand ils en ont besoin. Merci. Donc on voit, ça a l'air complexe, mais finalement, quand c'est bien réfléchi, bien pensé et bien mis en place dès le début, ça permet pas mal de choses. Et donc ça permet visiblement, ce qui semble essentiel à la plupart des gens, garder la main sur le capital, sur leur contrat. Absolument. Tout en transmettant de la meilleure manière. Donc merci Jean-Didier, merci Nicolas. On arrive bientôt au terme de notre webinaire. On a vu qu'il y avait toute une série de choses importantes à retenir. On a vu qu'au moment de toucher nos capitaux, la plupart du temps, les compagnies vont prendre contact avec leurs clients pour les différentes démarches, qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Et on a vu également que votre courtier, que Willing par exemple, peut vous accompagner dans ces démarches. On a vu que le capital qu'on mettrait simplement sur un compte d'épargne, s'il est tout à fait disponible et sur lequel on peut prélever autant qu'on veut quand on veut, n'est pas forcément la solution idéale en termes de rendement, en termes de protection du capital. On a vu également que les produits d'assurance vie, eux, permettent de protéger ce capital, permettent de le développer et permettent également de faire ce qu'on va appeler donc nous la planification successorale, qu'elle soit horizontale afin de protéger son conjoint ou de simplement décider avec lui de ce qu'on veut faire du patrimoine commun évidemment, et puis de le transmettre de manière efficace, pertinente et à moindre coût si c'est bien fait à ses enfants. Donc ça, c'est vraiment sans doute les points cruciaux de notre webinaire d'aujourd'hui. On avait suggéré que vous nous envoyiez des questions. Je ne sais pas si on a des questions. Non ?
On a des questions qui nous arrivent. Donc, la première question est, qu'advient-il de ma pension si je déménage à l'étranger? Je pose la question à Jean-Didier. Tu compléteras au besoin? Oui, eh bien, c'est une situation, effectivement, qu'advient-il de ma pension si je déménage à l'étranger? Donc ça voudrait dire qu'au préalable, je suis déjà dans une situation de pension légale. J'ai fait les démarches administratives nécessaires que pour pouvoir bénéficier de cette pension. Et puis, il faut savoir, si je décide de déménager, qu'il va falloir prendre contact avec l'administration, leur signifier effectivement quelle est votre nouvelle adresse à l'étranger. D'ailleurs, de mémoire, 60 000 Belges pensionnés ont quitté le pays pour pouvoir profiter d'une retraite bien méritée sous d'autres cieux. Et donc, une petite quand même note à prendre en considération, c'est que vous allez devoir prouver une fois par an également que vous êtes toujours en vie, et donc d'envoyer auprès de l'administration communale en Belgique un certificat qui prouve que vous êtes toujours en vie. Un certificat. Oui. Bonjour, je suis en vie. Par contre, si vous désirez prendre votre pension alors que vous vivez déjà à l'étranger, la situation est un petit peu plus complexe parce que cela va dépendre du système fiscal du pays dans lequel vous résidez, mais je vous invite tout simplement de prendre contact avec les autorités dans le pays dans lequel vous résidez. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à suggérer ? C'était parfait. C'était parfait. Alors, on va rester là. On a une autre question. Une question à voir si quelqu'un a une boule de cristal pour voir l'avenir. C'est, est-ce que la fiscalité du contrat d'assurance vie pourrait changer à l'avenir ? C'est effectivement une question que j'ai beaucoup. Et puis, on est en période d'élection. Donc, c'est vrai que on voit maintenant nos politiques en train de s'agiter, de promettre monts et merveilles, ou au contraire de sortir, d'ouvrir la boîte de Pandore. En matière de fiscalité de contrat d'assurance vie, j'avais eu la même question il y a 4 ans, je pense. Et j'avais parcouru en fait le programme, ou en tout cas les propositions de la grande réforme que notre cher ministre Van Petegem avait proposée. Et on ne parlait pas du contrat d'assurance placement. Là maintenant, parcourant un petit peu les programmes politiques, ou en tout cas les intentions politiques qui sont de plus en plus connues, je ne vois pas non plus qu'on touche à la fiscalité du contrat d'assurance vie. Et surtout, la question qui est peut-être plus pertinente, c'est de se dire, mais oui, mais imaginons qu'on fasse comme en France, en fait, quelque part, où aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une taxation d'entrée. Est-ce qu'on ne viendrait pas facilement taxer la sortie de ce contrat d'assurance placement, puisque en France, il faut savoir que le contrat d'assurance placement, il n'y a pas de taxation d'entrée, mais par contre, il y a bel et bien une imposition sur les plus-values à hauteur de presque 30% en fait, comme sur un compte traditionnel d'ailleurs, mais à la sortie. Et donc, bon, c'est un petit peu de se dire, est-ce qu'on ne va pas se calquer sur le modèle français, ou est-ce qu'on reste sur notre modèle belge? En fait, on n'a pas vraiment le choix. Parce que c'est l'Europe qui décide ça et qui a quand même donné certaines recommandations aux différents États membres et qui a dit très clairement, voilà, c'est l'un ou l'autre. On a des produits quand même d'épargne à moyen long terme. Et ces produits d'épargne à moyen long terme, soit on taxe à l'entrée, soit on taxe à la sortie, mais les deux, ce n'est pas possible. Là, on vous condamnerait. Donc, on peut déjà avoir aujourd'hui, quelque part, la sécurité de se dire, ben voilà, si je suis rentré dans quelque chose qui, à la base, était taxé à l'entrée, je vois très mal comment est-ce que tout d'un coup, on pourrait venir sortir, instaurer une taxation à la sortie. Le seul changement qu'il pourrait y avoir pour les branches 23 à mon sens, parce que ce n'est pas le code d'impôt sur les revenus qui va aller gérer la fiscalité directe de ce genre de produit, c'est vraiment le code des droits et taxes divers qui est un code spécifique, c'est le taux. On l'a déjà vu, on l'a vu avec Renders, on l'a vu par la suite. On est passé de 0% à 1,1% et puis ensuite on est passé à 2%. Il est tout à fait possible que sous une prochaine législature, on passe à du 2,5% ou à du 3%, mais à nouveau, ça n'impactera pas les contrats qui ont déjà été souscrits. On est d'accord, donc la fiscalité à l'entrée pourrait changer, à moins qu'il ne change complètement le système et qu'on supprime cette fiscalité à l'entrée pour en mettre une à la sortie. C'est ça que tu nous expliques. Exactement. On est d'accord. Écoutez, on arrive, je pense, au terme de notre webinaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite, si vous avez encore des questions, à contacter Willing directement, votre conseiller si vous en avez un.
parce que rien ne vaut une analyse personnelle, rien ne vaut une analyse détaillée de votre situation, faire une photo de votre patrimoine aujourd'hui, de vos objectifs, de vos projets, afin de pouvoir mettre en place ce qui vous convient le mieux et ce qui correspond le mieux à vos envies. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.